Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois au programme, nous allons rendre un hommage à You. Et quoi de mieux pour lui rendre hommage que de présenter ses œuvres et de présenter son métier qui était donc mangaka. Donc tenez-vous bien, c'est parti. J'ai malheureusement trouvé très peu d'informations sur elle, si ce n'est les mangas qu'elle a fait, sa date de décès et les causes de son décès. Donc c'est maigre pour la présenter, c'est assez maigre. Mais je ne serais même pas capable de vous dire quel âge elle avait. De ce qu'on sait d'elle, son nom de scène c'était You, je ne connais pas son vrai nom. Elle est décédée le 1er juillet 2017 des suites d'une insuffisance cardiaque. Son décès a été relayé uniquement le 23 septembre, donc dimanche soir, par son mari sur Twitter. Avant cela, on ne savait pas qu'elle était décédée. Mais on savait qu'elle était malade et qu'elle était vraiment mal en point. Son rêve depuis toute petite était de devenir mangaka et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle a réussi puisque de son passage sur Terre, elle nous laissera deux magnifiques œuvres qui sont Dernière Heure et Les Enfants Loups. Donc je vais vous les présenter d'un petit peu plus près. Donc Les Enfants Loups, c'est l'adaptation du film du même nom. Ce n'est pas elle qui a fait le scénario mais c'est elle qui a fait l'adaptation en manga, donc c'est elle qui a fait tous les dessins. Et Dernières Heures, c'est sa seule et unique œuvre originale, c'est-à-dire qu'elle a fait le texte et elle a fait les dessins. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est excellent. J'ai pas l'habitude de lire ce genre d'histoire, on va dire pleine de tendresse, de douceur, tout ça. On va donc maintenant procéder à la présentation de ces deux œuvres. On va commencer par la première chronologiquement. Donc Les Enfants Loups, c'est en 3 tomes et c'est l'adaptation en manga du film du même nom. Donc à la base c'est écrit par Mamoru Hosoda. Le film, je vous invite à aller le voir, moi je l'ai pas lu, enfin je ne l'ai pas vu pardon personnellement. Pour ce qui est de l'histoire, donc on va suivre l'aventure de Hana qui va rencontrer un homme charmant et mystérieux quand elle était encore étudiante à l'université. Et au fur et à mesure que leur relation va avancer et qu'elle va éprouver des sentiments amoureux pour cet homme, ce dernier va lui annoncer que lui est en fait mi-homme, mi-loup. Mais comme elle l'aimait vraiment beaucoup, elle va malgré tout accepter cette différence, enfin cette caractéristique on va dire. Et de leur union va naître 2 enfants. Yuki, l'aîné, la fille, et Ame, le cadet, le garçon. On va dire Ame et Yuki parce qu'ils sont écrits comme ça dans le titre, du coup ça fait mieux à l'oreille. Donc Ame et Yuki sont diamétralement opposés en termes de caractère. Yuki, elle est super dynamique, elle est tout le temps en train de bouger partout, vachement extravertie, alors que c'est totalement l'inverse pour Ame qui est complètement refermé sur lui-même et qui ne parle que très peu. Yuki a une faim de loup, enfin ouais, super jeu de mots Greg, merci. Yuki a vraiment une énorme faim alors que Ame mange très peu, enfin ils sont totalement opposés. Mais ce qui les différencie le plus, c'est qu'au début du manga, Yuki passe son temps à se transformer en louve. Elle adore être un loup, elle passe son temps à chasser, tout ça, alors que Ame, lui, avoue à sa mère qu'il déteste les loups. Il trouve que les loups sont tout le temps méchants, il ne veut pas se transformer, il renie complètement son côté loup. Pour ce qui est de l'histoire, si on arrive à passer outre le fait qu'à la base c'est un loup et une femme qui ont un enfant, ce qui peut paraître bizarre, elle est tout simplement géniale. J'ai vraiment adoré l'histoire. Elle est super touchante, super mignonne. Mais comme à la base cette vidéo était quand même à propos de You, on va parler du dessin, de l'histoire, puisque c'est elle qui s'en est occupée. Il y a des choses à dire. Si je devais le résumer en un mot, magnifique. C'est pas comme d'autres auteurs dont je vous ai déjà suffisamment rabâché les noms et je vais pas le faire une fois de plus. C'est un style complètement différent, mais c'est quand même un style fabuleux. Enfin, j'ai adoré personnellement. J'ai commencé par lire Dernière Heure. Et c'est encore plus flagrant dans Dernière Heure, mais son dessin fit très bien avec l'histoire des Enfants Loups. Elle a un trait et un caractère un caractère de dessin qui est très tendre on va dire. Le mieux pour vous décrire le dessin de You, c'est de vous lire le mot de Mamoru Hosoda à la fin du tome 1, quand il parle du travail que You a fait sur l'adaptation. Et c'est ce qui résume le mieux le dessin de You. Alors, excessivement doux, mignon, chaleureux. Telles sont les qualités du dessin de You. Ses premières esquisses de Hana, Yuki et Ame m'avaient déjà fait bonne impression malgré leur simplicité, et la version finalisée a fini de leur apporter expressivité et chaleur. Je suis vraiment très heureux d'avoir trouvé la mangaka idéale pour mettre en image cette œuvre fantastique des Enfants Loups. Cette histoire est un voyage s'étalant sur 13 années. Excessivement doux, mignon et chaleureux, c'est vraiment ce qui caractérise le dessin. Très franchement, je trouve que déjà l'histoire est touchante, mignonne, mais le dessin de You
en raconte autant que l'histoire en elle-même. Et je vous invite à aller le voir, déjà c'est très court. Les tomes sont... D'ailleurs l'étiquette du prix est tombée. Mais ils sont à 8,29 € je crois. Ouais, c'est ça, 8,29 € pièce. Ça fait que vous en aurez pour 24 € la série complète. Et je peux vous assurer, bon, si on rajoute les centimes, on va dire que vous en aurez pour 25. Mais je peux vous assurer que ce sera les 25 € les mieux rentabilisés que vous pouvez faire. Vraiment, c'est génial. C'était la première fois que je faisais un film couvrant une aussi longue période. Comment Yu va-t-elle dépeindre le temps qui s'écoule? Et quand arrivera la fin du voyage, comment illustrera-t-elle les expressions de Hana, Yuki et Ame? J'ai tellement hâte de le découvrir. Ça, c'était encore les mots de Mamoru Hosoda. Eh bien, je peux vous assurer qu'elle a fait un excellent travail. Mais ça devait pas être un exercice facile de dépeindre 13 années en 3 tomes. Faut avoir une sacrée évolution au niveau du trait. Et quand tu t'habitues à faire des dessins d'un personnage, ça prend un certain temps, mais quand tu t'habitues à faire le dessin d'un personnage et qu'il faut le changer très rapidement, et ton trait doit évoluer très vite, je pense que ça devait vraiment pas être un exercice facile, mais elle a réussi à merveille. Donc c'était tout pour Les Enfants Loups. Donc ça fait 3 tomes, c'est publié chez Kazé. Et je vous invite à aller les lire, pardon. C'est un bon investissement. Ensuite, pour ce qui est du manga de Dernière Heure, c'est elle qui fait le scénario cette fois. On y retrouve toutes les qualités présentes dans Ame Yuki, Les Enfants Loups, sauf que cette fois on a cette saveur toute particulière du fait que ça soit elle qui ait fait l'histoire du début à la fin. Et c'est génial aussi. Il n'y a que 2 tomes qui sont sortis sur 4 actuellement. Mais les 2 tomes se lisent très très vite, comme pour Ame Yuki Les Enfants Loups, les 3 tomes se lisent en à peine 1h30, 2 heures, grand max, ça se dévore. Malgré le fait que ça soit magnifique et qu'on contemple aisément enfin pas les paysages, mais les visages, tout ça. Et il en va de même pour Dernière Heure. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre les aventures de Saku, qui est un jeune collégien sur une île isolée au Japon, et qui va nous décrire au début son quotidien qui est juste rempli d'ennuis, de routine. Il est un petit peu lassé de manger tout le temps la même chose sur son île. Sauf que le jour de la rentrée scolaire, grosse surprise, il arrive devant sa classe et son emploi du temps était affiché. Alors il se demande ce qui se passe, puisque en effet dans le manga, faut savoir que le Japon est en guerre en fait depuis 5 ans contre un ennemi qu'ils ne connaissent pas. Mais du coup, tous les vendredis après-midi, certains élèves seront amenés à se battre au front. Sauf que ça ne pouvait pas se passer normalement. Notre héros principal, Saku, et sa meilleure amie Miyako sont les 2 seuls déclarés inaptes de la classe. Et ils ne peuvent pas partir au front. Ils vivent ça comme une profonde injustice au début, puisqu'ils voulaient vraiment pouvoir aller défendre le pays avec les autres. Et même sans pouvoir défendre le pays, ils voulaient au moins pouvoir risquer leur vie autant que les autres, pour ne pas tout simplement être jugés inutiles ou avoir le mauvais œil, quoi, on va dire. Et ça va profondément frustrer Saku. Miyako, elle, va un peu mieux rebondir et facilement se dire, ben, dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais nourrir tout le monde et je vais faire à manger pour tout le monde. Et pouvoir apporter un petit peu de gaieté dans les cœurs, enfin, comme elle le peut, pouvoir aider les gens comme elle le peut. Mais Saku, lui, de son côté, le vit beaucoup plus mal et va essayer de savoir pourquoi est-ce qu'il a été déclaré inapte. Et se voit contraint, du coup, de travailler dans un potager en attendant, ce qui, lui, par contre, lui déplaît fortement. Il ne veut pas faire ça. Lui, ce qu'il veut vraiment, c'est pouvoir aller se battre au front comme les autres. Et ça, ce n'est juste pas possible. Malgré le fait que ça parle de la guerre, c'est super pacifiste, mine de rien. Et c'est très tendre, c'est très doux comme histoire, c'est plein de chaleur. Et c'est ce qui correspond le mieux au dessin de Yu. Pour ce qui est de son dessin, on peut facilement apercevoir deux ambiances graphiques différentes entre le moment où les élèves sont au front et le moment où ils font leur petite vie tous les jours sur l'île. Avec beaucoup plus de traits et beaucoup moins de trames utilisées quand ils sont au front. C'est un dessin beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir et blanc, il y a moins de nuances de couleurs. Par contre, quand ils sont sur l'île, ben là c'est tout l'inverse. Ben, en fait voilà, quand ils sont au front, c'est un dessin beaucoup plus brut et qui attaque un peu plus les yeux. D'ailleurs, quand on tourne la page pour la première fois, on se dit waouh, il s'est passé un truc. Et par contre, quand après on retourne sur l'île, ben, on retrouve le dessin plein de tendresse, plein de douceur. L'apaisement, même si pour le coup on va y voir la frustration de Saku, on va y voir un petit peu le stress des autres élèves, on va y voir aussi malgré tout toute la bonté et la gaieté que apporte Miyako. C'est un dessin vraiment plein d'émotions que possède Yu, et comme pour son manga précédent, je vous invite fortement à aller le voir. C'est en 4 tomes, le tome 3 sort le 26 octobre il me semble. Malgré le fait que le dessin ne soit pas parfait dans le manga, il y a quand même des cases où c'est un petit peu discutable. Globalement, dans l'ensemble,
Le manga est magnifique. Je sais pas si le contexte influe sur mon jugement, toujours étant que je trouve ces deux œuvres vraiment magnifiques et infiniment belles, infiniment touchantes. Parmi les personnes qui regardent mes vidéos et parmi les personnes globales, 95% des gens qui liraient ce manga seraient satisfaits. Je pense qu'elle serait capable de mettre unanime tout le monde quant au jugement de ce manga. On a fini la présentation de ces œuvres. You, ton rêve était de devenir mangaka et tu as réussi. Tu as été primé, tu pars avec tous les honneurs possibles pour un mangaka. Tu nous as laissé deux magnifiques chefs-d'œuvre. Tu as de quoi être fier, ton mari a de quoi être fier. Et tout ce que j'ai à dire, c'est repose en paix et merci pour tout. Maintenant que la présentation et l'hommage de You est terminé, on va parler du métier de mangaka. Et là, il y a aussi beaucoup de choses à dire. J'ai trouvé pas mal d'infos intéressantes, notamment pour ce qui est de la rémunération, mais ça on en parlera après. Donc je vous propose de commencer tout de suite, c'est parti. Pour présenter le métier de mangaka, on va répondre à plusieurs questions différentes. La première, un mangaka c'est quoi? Que fait-il? La deuxième question, comment se fait-il publier? Ensuite, on verra quelles qualités il faut pour être mangaka. Et en parallèle à ça, quels défauts faut-il éviter d'avoir pour pouvoir le faire? On va ensuite parler du fait que ça soit en général plutôt un métier passion, donc le rêve de plusieurs personnes, voire la réalité un petit peu. On verra ensuite la question de la rémunération des mangaka. On fera ensuite une brève parenthèse sur les scans et on parlera pour finir du statut des mangaka. Enfin, je sais pas si on en parlera à la fin ou si on en parlera au milieu, mais on en parlera. Donc on va commencer tout de suite. Les mangaka c'est quoi? Donc les mangaka ce sont ceux qui font des mangas, donc que ce soit les dessins, les histoires, ce sont ceux qui les font, voilà, c'était pas facile à dire. Aussi, je rajoute que au cours de la vidéo, je vais essayer de nuancer France vs Japon, parce que la condition de travail des mangaka en France n'est pas du tout la même que celle au Japon. Enfin, les conditions de travail un petit peu, mais le mode de fonctionnement pas tout à fait. Donc on va essayer de bien comparer les deux. Donc un mangaka, que fait-il? Il fait des histoires et il dessine. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux, principalement, enfin pas principalement, mais généralement, la plupart du temps, ils font les deux. Comment font-ils pour être publiés? Il y a deux solutions, soit en indépendant, soit avec un éditeur ou une maison d'édition. Pour ce qui est des indépendants en France, je pense pas qu'il y en ait, étant donné l'investissement financier que ça représente et le fait que ça soit déjà dur d'en tirer des revenus quand on est dans une maison d'édition. Alors quand on est en indépendant, j'imagine même pas. Peut-être que je me trompe et que c'est plus facile, mais si c'était le cas, je pense qu'il y en aurait beaucoup plus. Vu les conditions dans les maisons d'édition, je pense que si c'était le cas, il y en aurait beaucoup plus indépendants. Le seul exemple de mangaka indépendant que j'ai, c'est Akira Toriyama au Japon. Alors moi qui pensais qu'il était édité avec le Jump, c'était peut-être le cas avant, mais plus maintenant, enfin j'ai pas trouvé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a vraiment pas de nom à se faire. Sa réputation est plus que faite maintenant, donc des mangaka tels que lui, Oda, Kishimoto, tout ça, ils pourraient se lancer en indépendant de par leur notoriété. Mais pour de plus petits auteurs, je pense que c'est juste du suicide. S'ils sont rattachés à une maison d'édition, en France, hein, une fois que les auteurs ont terminé leurs planches, ils les amènent. Si jamais ils ont l'accord de la maison d'édition, ils sont ensuite reliés, enfin publiés, imprimés, tout ce que vous voulez, et ça sort en format papier. Au Japon, c'est un petit peu différent, puisque une fois que les planches sont terminées, elles sont envoyées à l'éditeur, toujours pareil, sauf que lui, cette fois, avant de les publier en version tome, c'est d'abord pré-publié dans un magazine hebdomadaire, mensuel, ça dépend de l'éditeur, ça dépend du magazine en question. Mais c'est d'abord pré-publié dans un magazine. On appelle ça d'ailleurs les magazines de pré-publication. C'était super dur à trouver. Quelle qualité faut-il pour être mangaka? Je vais vous surprendre, hein. Il faut malgré tout un minimum de niveau en dessin. Parce que faire du bâtonnet, c'est pas du manga, donc voilà. On n'est pas obligé d'être excellent et expert en la matière, mais il faut quand même un certain niveau. Il faut une bonne histoire, enfin avoir un certain talent d'écriture, mais ce qu'il faut par-dessus tout, c'est de l'originalité. Si vous n'avez pas un excellent dessin, hein, que c'est pas par ça que vous vous démarquez, mais qu'il a un trait spécial, original, ça peut fonctionner, ça fonctionnera certainement. Si votre histoire n'est pas forcément... c'est peut-être pas forcément la meilleure histoire du siècle, mais qu'elle a un petit côté original qui fait qu'on s'y intéresse,
ça peut faire le jackpot. Prenons le genre Neketsu, les histoires, les trames, elles sont à peu près toutes les mêmes. Mais certains mangas, de par leur originalité, arrivent à se démarquer et à percer. Puisque si jamais vous arrivez à percer avec votre histoire, avec votre niveau n'est pas excellent, croyez-moi qu'avec le rythme imposé par les... Enfin, c'est pas vraiment par les éditeurs, mais de par le rythme imposé par le métier et la masse de dessins que vous allez devoir faire, je peux vous assurer que votre trait il va évoluer. Déjà, vous allez dessiner plus vite et vous allez dessiner beaucoup mieux. Vos techniques vont vachement s'améliorer. Et c'est pas tout. Si jamais vous avez un excellent dessin, ça ne fait pas tout. Puisqu'il faut aussi maîtriser les techniques du manga, à savoir les mises en page, comment mettre nos bulles, enfin les placer au bon endroit, ne pas en faire trop. Il y a énormément de techniques à maîtriser. Vous pouvez être un excellent dessinateur et faire des mangas tout simplement pas intéressant visuellement. Ça joue, très clairement ça joue. Il faut également énormément de patience et de minutie. Par exemple, Renaud Lemaire, un des plus grands mangaka français, l'auteur de Dreamland, dit qu'en moyenne par an il dessine environ 350 pages. Faites le calcul, ça fait un peu moins d'une page par jour. Une page, vous voyez ce que c'est, par jour. Est-ce que vous vous rendez compte du temps que ça prend? Il y passe donc, il annonce travailler, enfin c'est minimum 10 heures de travail. Je pense qu'on peut plutôt tabler au-delà des 13 heures, enfin aux alentours des 13 heures de moyenne, et je pense qu'on peut tabler des fois sur des 14-15 heures par jour. Ça peut monter encore plus haut au Japon, mais toujours étant que c'est une somme de travail colossale, et imaginez-vous passer autant de temps sur une seule page, et bien mine de rien, faut le faire. Et malgré le fait qu'il faille respecter un rythme de travail et une cadence assez élevée, faut savoir prendre le temps de faire ces pages. Là où il faut pas déconner aussi, c'est que si jamais vous précipitez sur un dessin, une petite case, et que vous la loupez, il faut recommencer toute votre page. Et si vous mettez un jour à faire une page en moyenne, ça vous plombe un planning entier quoi. C'est énormément de travail, de patience et de minutie. Il faut également beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation, car c'est beaucoup de sacrifices, comme beaucoup de métiers passion, ça on en reparlera un petit peu plus tard. Bien évidemment, il faut également être très travailleur, parce que on va passer, voilà, petite transition vers les défauts à éviter si on veut être mangaka. Fainéantise. Mangaka et fainéantise, ça rime pas, ça va pas ensemble. Si vous avez la flemme de dessiner, peut-être que l'éditeur il aura la flemme de vous payer. Et du coup, s'il a la flemme de vous payer, chacun sa mère pour payer son loyer et payer tout ce qu'il y a à faire après. Une fois qu'on est devenu mangaka, il y a un rythme, enfin je le répète, mais il y a un rythme imposé et il faut s'y tenir. Vous pouvez pas vous dire je dessinerai plus tard ou je commencerai après. Parce que pour faire une page, à la base il faut 15 heures. Enfin pas 15 heures, mais il faut au minimum 10 heures. Et déjà, si vous avez dormi 8 heures, il reste pas grand temps, enfin il reste pas beaucoup de temps après pour faire autre chose de votre journée. Donc ça prend du temps et pas de place à la procrastination. Hein. Vous pouvez pas vous dire je la ferai demain la planche, c'est pas possible. Vous pourrez pas vous dire je rattraperai mon retard avec déjà une planche par jour. Essayez d'en faire une deuxième là-dedans, vous allez pas dormir beaucoup les gars. Donc pas de place à la fainéantise. Et également, faut pas se dire je vais faire un métier artistique, je vais beaucoup voyager. Hein. Tac tac. Vous allez peut-être voyager entre deux séries, histoire de chercher une inspiration, tout ça. Mais quand vous êtes en train de faire votre série, vous n'allez pas beaucoup décoller. Peut-être que vous allez être invité parfois sur des festivals, tout ça. Donc vous allez être amené quand même à bouger. Vous n'allez pas être 24 heures sur 24 le cul sur votre chaise en train de dessiner. Mais dites-vous bien que si vous faites ce métier-là, c'est pas pour voyager. Pour ce qui est du statut des mangaka, en France, on va pas parler de statut juridique, mais pour ce qui est du statut, on va dire, social, en France, les mangakas sont comme beaucoup d'artistes, enfin voilà, ce sont des artistes quoi. Au Japon, c'est bien différent, puisque les mangas sont tellement ancrés dans la culture japonaise, et c'est tellement un faire-valoir du Japon, ils en sont tellement fiers, que les mangakas ont le suffixe sensei après leur nom. Sensei, enfin sensei comme vous voulez, au Japon ce suffixe là c'est maître en gros, ils sont maîtres. Ils ont le même statut que peuvent avoir les avocats, les médecins, les professeurs, les juristes, tout ça. Ils ont ce statut là, donc c'est quand même pas rien. En France, on ne va pas appeler, à moins qu'on ait un profond respect, qu'on soit vraiment fan, qu'on soit dessinateur novice et qu'on s'adresse à un dessinateur expert. Et même c'est pas trop dans la culture française cette relation maître-disciple comme ça. Au Japon, c'est très très fréquent. Les mangaka entre eux, un novice dira toujours à un plus ancien sensei. Oda quand même. Hein. Quand il s'adresse à Takehiko Inoue, c'est Inoue sensei, parce qu'il a commencé avant. Même si je sais pas trop, parce que bon, l'œuvre qu'a fait Oda, voilà.
Mais Oda, quand il s'adresse à Toriyama, c'est Toriyama Sensei. La marque de respect est toujours là. C'est quelque chose de très très présent au Japon. Pour ce qui est de la rémunération, ça, je pense que ça en intéresse plus d'un de savoir comment les auteurs sont payés. Et c'est assez flou, mine de rien. En général, cette situation de flou profite pas vraiment aux auteurs qui veulent se lancer, ni aux auteurs tout court. En général, ça profite plutôt aux maisons d'édition. Mais on va essayer de mettre les choses un petit peu plus au clair pour tout le monde. Enfin, pour mon auditoire, hein, puisque tout le monde, c'est un bien grand mot. Mais après ça, normalement, vous serez un petit peu plus fixé sur les rémunérations du manga en France et sur les rémunérations du manga au Japon. Je parlerai uniquement du manga, parce que je ne sais pas si ça fonctionne pareil pour ce qui est bande dessinée, livre et tout ça en France. Je sais que pour le manga. Alors, au Japon, le système marche pas pareil qu'en France. Comme le décrit si bien Bakuman, on est payé à la planche, donc à la planche que vous rendez à l'éditeur qui va ensuite les publier dans le magazine de pré-publication. Le prix de la planche varie, hein, entre votre notoriété, le succès de la série, enfin ça varie. Puis une fois que vos tomes reliés sortent, vous touchez vos droits d'auteur. C'est entre 8 et 12% du prix de vente. Il y a pas mal de frais à la charge de l'auteur, malgré tout à payer par-dessus. Autant ça peut paraître énorme quand on vend énormément de livres, ce qui est le cas pour certains. Mais c'est vraiment loin d'être une majorité. J'ai trouvé quelques chiffres pour appuyer ça, et les chiffres sont quand même mine de rien assez frappants. En 2009, on recensait 5300 mangaka publiés au Japon. Sur ces 5300 là, on a établi un top 100. Le top 100 des mangaka génère en moyenne 70 millions de yens en droits d'auteur, ce qui fait à peu près 599 531 €. Vous allez me dire, c'est énorme. Et oui, c'est énorme. C'est énorme. Mais quand on voit ce que touche Oda, je suis pas sûr que le centième du top 100 gagne ça, sachant que c'est une moyenne. À mon avis, le centième du top 100, il est plus près du 5299e que d'Eiichiro Oda. On va voir après, mais je le vois plutôt comme ça quand même. Donc sur les 5200 qui restent, en moyenne, les droits d'auteur générés sont de 2,8 millions de yens. Donc vous allez me dire, oh, 2,8 millions, mais ça fait pas du tout la même somme en euros. 2,8 millions de yens, c'est 24 000 €. Ce qui fait en moyenne 2000 € par mois. Vous vous dites, putain, 2000 € par mois, c'est pas mal. C'est beaucoup plus que le SMIC en France. Vous vous dites, ouais, c'est pas mal. Ramener au taux horaire, c'est une broutille. J'ai pas calculé parce que je sais pas le temps qu'ils y passent. Même si, approximativement, c'est entre 13 et presque 17 heures de travail par jour, je pense, pour tenir la cadence qu'ils ont et le rythme qu'ils ont au Japon. Toujours étant que les mangaka, du coup, les 5200 autres après le top 100, gagnent moins que l'employé moyen du Japon, puisque l'employé moyen du Japon gagne en moyenne par an 4 millions de yens, pardon. Ce qui veut dire qu'un mangaka moyen au Japon gagne moins qu'un employé moyen, parce que les employés moyens par an gagnent 4 millions de yens, ce qui fait 35 000 € par mois. Par an, 35 000 € par an. Alors vous vous dites c'est beaucoup, ouais c'est beaucoup, mais la vie au Japon coûte extrêmement cher. Tokyo est la ville du monde où la vie coûte le plus cher, il me semble. Je sais plus où est-ce que j'ai eu ça, mais j'ai eu ça il y a pas longtemps. Donc ça fait quand même peu, sachant que les mangaka ont après toutes leurs charges à payer par-dessus. Là maintenant, on va passer à un autre chiffre. Oda, en 2010, donc là on n'est plus en 2009, mais ça doit quand même à peu près se valoir. Les mangaka doivent être à peu près les mêmes. Oda, en 2010, a gagné 1,9 milliard de yens, ce qui fait 11,1 millions d'euros en droits d'auteur sur ces livres vendus uniquement au Japon. Plus 749 millions de yens, ce qui fait 6,41 millions d'euros sur les droits d'auteur des goodies. Donc ça, c'est tout ce qui est figurines, tout ça quoi. Et selon une émission de télé japonaise, en 2010, Oda aurait gagné près de 3,1 milliards de yens. 26,5 millions d'euros au total. Donc entre 26,5 millions d'euros et 599 531 € de moyenne pour le top 100, je sais pas si vous voyez combien de fois on est au-dessus, mais le centième du top 100 gagne rien par rapport à Oda. En fait, je pense que top 10 serait plus représentatif, parce que la moyenne, Oda l'explose complètement. 47 fois plus. En 2010, Oda a gagné 47 fois plus que ce que génère moyennement le top 100. 47 fois plus. Donc autant vous dire que le dernier, je répète une fois de plus, mais le dernier du top 100 est plus près du 5299e voire du 5300e du classement que du premier. C'est à peu près la même répartition, je pense, que pour les richesses du monde. C'est-à-dire les 1% les plus riches détiennent 99% des richesses du monde.
Ouais mec, t'as bien dit une connerie, c'est pas 99 mais 50% des richesses, ce qui est quand même énorme. En 2015, on va rester sur Oda parce que c'est le plus gros, mais ça fait figure d'exception, c'est celui qui vend le plus. Mais Oda en 2015, juste pour les tomes 76, 77, 78 et 79 de One Piece au Japon, il a généré 690,7 milliards de yens de chiffres, enfin de droits d'auteur, ce qui fait 5 302 583 euros uniquement sur ses ventes au Japon. C'est énorme, je suis d'accord avec vous, mais vous dites pas que si vous vous lancez là-dedans, vous allez gagner ça, hein, parce que c'est non, c'est non. On va le voir après, déjà si vous voyez ma vidéo, on est en France. Et en France, pour gagner ce que gagne Oda, je pense qu'il faut vendre en moyenne les ventes globales du manga en France. Donc on va voir, mais pour gagner ce que gagne Oda en France, c'est pas demain la veille. Pour nuancer ce qu'a gagné Oda en 2015, on va voir ce qu'a gagné Hiroshi Yamazaki. C'est lui qui a posté ça sur Twitter à la base, donc une comparaison pour que les gens se fassent une idée de la rémunération des mangaka au Japon, et pour montrer que malgré tout, malgré les fers de lance qui se font beaucoup d'argent, les 5200 autres, eux, ce qui représente quand même la majorité, qu'on se le dise, ils gagnent pas si bien leur vie que ça, puisque Hiroshi Yamazaki, lui pour son travail, donc Teku Teku, ça s'est vendu à 8000 exemplaires, on est loin des millions de ventes de Oda. Mais pour faire ces 8000 exemplaires, ça lui a quand même pris un an de travail, un an complet de travail. Et vous savez combien il en a touché du coup sur ces 8000 ventes? Il a gagné 3071 euros pour une année de travail. Pour boucler les fins de mois, ça fait peu. Donc le manga au Japon est très inégal entre les fers de lance et le reste. Ça, maintenant, vous avez pu le voir en termes de rémunération. On va maintenant voir comment fonctionne le système en France, et il est bien différent. Donc tout ça, pour ce qui est du système français, je le sais grâce à un post de Renaud Le Maire qui a publié ça en 2015. C'est beau qu'il ait fait ça, parce que malgré tout, c'est quelque chose d'assez tabou de parler d'argent comme ça en France. Il a posté un message dans la neutralité la plus totale, en donnant des chiffres. Voilà, il a donné des chiffres, mais il n'a pas dit c'est peu, c'est mal, le système ne va pas. Voilà, il a donné des chiffres. Et ces chiffres, on va s'en servir, je vais vous les donner. J'en ai fait des calculs. Pour une publication d'un tome normal, Renaud Le Maire déclare qu'il lui faut en moyenne, il fait en moyenne un tome et demi par an, 8 mois de travail pour faire un tome. Pour la publication d'un tome, ce qui se passe, c'est que pour qu'il soit rémunéré avant que son manga soit vendu, et qui touche ses droits d'auteur, il signe un contrat avec les maisons d'édition qui s'appelle une avance sur droit. Et une avance sur droit, c'est comme un crédit. Et du coup, ça va en général entre 10 000 et 15 000 euros. Donc vous vous dites, oh, c'est beaucoup. Sauf que cet argent-là, c'est l'argent que vous allez toucher du coup pendant la phase de création de votre œuvre. Et il va vous permettre de payer tout ce qu'il y a à payer. Si vous mettez à peu près 8 mois pour le faire. Donc pour les calculs qui vont suivre, on va prendre pour base un contrat signé de 12 000 euros, puisque c'est l'exemple que prend Renaud Le Maire dans son post. Le temps de travail d'un tome, on va prendre 8 mois. Ce qui nous donne des chiffres quand même assez effrayants, on va dire ça comme ça. Si vous êtes jeune, que vous n'avez jamais encore travaillé et que vous savez pas à peu près ce qui se fait en termes de taux horaire en France, vous n'allez pas être surpris. Mais pour vous qui travaillez et qui avez l'habitude de travailler, je peux vous assurer que vous allez tiquer, je pense. Donc en moyenne, 8 mois pour faire un tome. On va prendre comme base 30 jours par mois, ce qui nous fait 240 jours de travail. Minimum 10 heures de travail. Donc ça, c'est ce qu'annonce Renaud Le Maire, qu'il faut en moyenne 10 heures de travail. Enfin, minimum 10 heures de travail par jour, 7 jours sur 7. Donc j'ai fait mes calculs avec une base de 10 heures, j'ai fait mes calculs avec une base de 13 heures, puisque je pense que la base de 13 heures, même si ça fait quand même 3 heures de plus par jour, et pas si loin d'être vrai que ça, je pense. Donc pour 10 heures de travail par jour, ça fait 2400 heures en 8 mois de travail. Pour un revenu total de 12 000 euros, ça nous fait du 5 euros de l'heure. Ensuite, pour 13 heures de travail, ça nous fait 3120 heures. 3120 heures de travail. Ça nous fait un taux horaire de 3,84 €. Est-ce que vous verrez, vous, travailler pour 3,84 € de l'heure, 13 heures par jour? Je suis pas sûr. Moi, personnellement, on me propose un taux horaire de 20 €, je travaille 13 heures par jour, pourquoi pas, hein, voilà. Là, c'est pas 20 € ni 15 € de l'heure, ni même un SMIC, c'est moins que ça, c'est presque 3 fois moins que le SMIC en France, quand même. C'est peu. Les mangaka travaillent en général dans des conditions assez terribles. Ça occasionne beaucoup de stress pour les auteurs, parce qu'ils ont des délais à respecter, ils savent pas si ça va être rentable. Et Renaud Le Maire a avoué que les auteurs qui signaient des contrats, des avances sur droit à 10 000 €, bien souvent, à la fin de leur tome, ça s'accompagne d'un burn-out, d'une dépression. Et bien souvent, les auteurs qui ont accepté
un contrat à 10 000 euros parce qu'il voulait être publié, enfin il voulait être absolument publié, la plupart du temps ils s'en relèvent pas en fait. Ils font une série et enfin ils changent de profession. Parce que vous vous dites, c'est une mauvaise période à passer et après on va toucher nos royalties, on va toucher nos droits d'auteur et hop, c'est le début de la richesse et tout ça. Mais non, parce que c'est un crédit, rappelez-vous, l'avance sur droit c'est un crédit. Du coup, au début, tous les droits d'auteur que vous seriez censé toucher, mais vous les touchez pas, vous remboursez votre prêt petit à petit. Donc, sachant que le prix moyen d'un shonen manga en France est de 6,59 € et qu'en général, les auteurs touchent 8% du prix de vente en droits d'auteur. Ça nous donne du 52 centimes par tome. C'est pas beaucoup. Sachant que vous devez rembourser votre avance sur droit de 12 000 €. Ce qui fait que avant de toucher vos droits d'auteur, vous devez vendre 23 077 tomes. On va dire 23 000. Ce qui est déjà beaucoup. Pour le marché français, c'est déjà pas mal. 23 000 tomes avant de toucher de l'argent. Enfin, de toucher vos droits d'auteur. Vous avez vécu avec largement moins d'un SMIC pendant 8 mois. Mais pour pouvoir compenser ça et pour pouvoir vous faire un salaire décent, va falloir... Parce que 12 000 € après, c'est bien si vous faites le double, que vous vendez 46 000 tomes. Ben, vous serez fait 12 000 € supplémentaires, mais ça fait du 1 000 € par mois, c'est toujours très peu avec ce que vous avez eu avant. Parce que les 10 000 € ils servent aussi à payer tous les frais à côté, donc voilà, c'est vraiment ridicule. Donc c'est un métier extrêmement usant, parce que là-dedans on comprend pas les assistants, mais en général, enfin selon Renaud Lemaire, si jamais vous avez un rythme qui doit concurrencer le marché, enfin qui doit être en concurrence avec le marché japonais, tout ça, les maisons d'édition feront ce qu'il faut. S'ils veulent que vous soyez concurrentiel avec les japonais, en général les maisons d'édition vous mettront à disposition tout ce qui est nécessaire pour pouvoir être dans les temps et avancer à la vitesse qu'il faut, c'est-à-dire assistant, tout ça. Donc ça en général vous n'avez pas à les payer. Mais imaginons que vous ayez un assistant en plus à payer, fin du game. Hein. C'est pas avec 3,84 € de l'heure que vous allez payer un assistant. Derrière ce message-là, Renaud Lemaire, donc auteur de Dreamland, je le répète, puisqu'il le postait en toute neutralité, n'avait pas pour but de critiquer le système français, mais plutôt de mettre en garde les jeunes qui souhaitent se lancer dans le dessin. Voilà. Ce qu'il souhaitait, c'est avertir ceux qui souhaitent se lancer là-dedans par-dessus tout, dont le rêve est de devenir mangaka, de ne pas signer n'importe quoi comme contrat, dans l'optique d'être publié quoi qu'il arrive. Tout simplement parce que déjà vous n'êtes pas à l'abri d'un bid. Vous pouvez vous dire, je prends le pari, je signe qu'un contrat à 10 000 €, mais si je fais le buzz et que j'en vends énormément, après jackpot. Ça peut, mais si vous signez un contrat à 10 000 € et que derrière vous faites un bid, en France, on consomme quand même beaucoup plus de mangas japonais que de mangas français. Et il y a beaucoup de mangas français qui se vendent, mais c'est rien par rapport aux ventes de mangas japonais. Radiant et Dreamland, pour ne citer que, sont quand même, je pense, les deux mangas phares des mangas français, mais leur vente comparée à des tomes comme les fers de lance japonais, c'est rien, même en France. Renaud Lemaire mettant en garde du coup les jeunes désireux de se lancer là-dedans, j'en ferai de même à ma piètre échelle. Hein, je comprends que vous écoutiez plus Renaud Lemaire que moi, hein, mais je relaye juste ton message à ceux qui ne l'auraient pas lu. Si parmi ceux qui me regardent, certains étaient intéressés par ça, faites attention, puisqu'il dit bien quand même, malgré tout, que cette zone d'ombre autour de la rémunération profite beaucoup plus souvent aux éditeurs qu'aux mangaka. Mais malgré tout, qu'on se le dise, les mangaka, certes, c'est dur de vivre de ce travail, les conditions sont très compliquées. Depuis tout à l'heure, vous avez peut-être l'impression que je tourne surtout autour des aspects négatifs de ce métier-là. Je le vois pas comme une négativité. Moi, personnellement, c'est un métier qui me ferait énormément rêver. Malgré tous les sacrifices qu'il faut faire pour pouvoir y parvenir, les mangaka ont un pouvoir. Comme tout artiste, d'ailleurs, mais on va parler des mangas. Ils ont un réel pouvoir, que ce soit auprès des jeunes, auprès de toutes les générations. D'une, ils ont le pouvoir de faire passer un message. Ils ont le pouvoir de faire passer des émotions, ils ont le pouvoir d'inspirer les gens, enfin c'est quand même quelque chose de phénoménal ce genre de pouvoir, je sais pas si vous vous rendez compte. Qui n'a jamais été inspiré, n'a jamais été motivé, galvanisé, bouillonnant de l'intérieur, d'où le terme Neketsu, après une victoire de Luffy, après une victoire de Goku, après une victoire de Natsu, qui se relève d'une situation désespérée et qui finit par remporter la victoire. Est-ce que vous n'êtes pas genre tout feu tout flamme après avoir vu ça? C'est le genre d'émotion dont je veux vous parler. Qui n'a jamais cherché un petit peu d'affection, de réconfort, un petit peu d'amour, on va dire, dans une histoire, dans une romance, dans une comédie, dans une histoire d'amitié, enfin tout ça. Il y a énormément de choses qui peuvent passer par les mangas. Tsutsui, dans son manga Poison City,
fait ouvertement une critique de la censure japonaise, puisque lui a été censuré dans une de ses œuvres, qui est Manhole. Fujisawa, dans GTO, c'est très bien fait parce qu'on s'en rend pas forcément compte, mais c'est une critique du Japon, et, enfin du Japon, de la société on va dire. Pas du Japon en lui-même, mais de la société, de l'évolution que ça prend. Je vais vous donner une petite anecdote concernant les mangas et le pouvoir qu'ils ont justement. Ma vie, moi personnellement, c'est basé autour des mangas. C'est pour ça que dans une de mes vidéos, j'ai dit que c'est ce qui me plaisait là-dedans, c'était le fait que ça puisse aider des gens à se construire intérieurement, personnellement, et que ça puisse aider des gens à avancer. Moi personnellement ça a été mon cas. Pour la petite histoire, avant je faisais du rugby jusqu'en 4ème, je faisais du rugby, j'avais toujours fait du rugby, enfin j'avais fait 7 ans de rugby, et j'ai lu Slam Dunk, genre l'été de 4ème, pop, je lis Slam Dunk, allez, je me dis putain ça avait l'air pas mal, je l'avais pris à la bibliothèque, j'ai fini le tome 31, je l'ai fermé, PLS complète, j'ai fini le tome, j'ai fait oh merde, je me suis mis à pleurer, je fais bon c'est chiant, il n'y a pas de suite, j'ai appelé mon père, je lui ai fait bon papa, je fais pas du rugby l'année prochaine, je me mets au basket. What the fuck, il m'a fait t'es tombé sur la tête mon fils ou quoi? Genre c'est arrivé comme ça, hein, je leur avais jamais parlé de basket avant, j'avais jamais évoqué, ça m'intéressait même pas. J'ai lu Slam Dunk, donc en une semaine de ma vie a basculé, hein. C'était quand même quelque chose de phénoménal. En plus c'était le premier manga que je relisais depuis un moment, j'avais feuilleté quelques tomes de Dragon Ball avant, j'avais vu Initial D à la télé quand j'étais plus petit, mais c'était vraiment le premier gros manga que je lisais après. Du coup je me suis mis au basket, j'en fais toujours depuis, ça va faire 7 ans aussi maintenant, donc voilà, maintenant ça fait à peu près autant de temps que pour le rugby. Je dois énormément de choses à Slam Dunk, et encore plus à Bakuman, même s'il se classe 2ème de mon classement de manga, je dois encore plus à Bakuman, qui m'a permis de rencontrer mon meilleur ami, Thierry, celui que vous avez vu, enfin la personne que vous avez vu faire la vidéo de My Hero Academia avec moi. Avec Thierry, on s'était jamais parlé. Mais vraiment, never on s'était parlé. Et moi j'ai lu Bakuman, j'ai fait oh trop bien, j'ai envie de faire un manga moi aussi. Sauf que j'ai dessiné mes premières planches, j'ai fait bon, je sais pas dessiner. J'ai vu Thierry dessiner sur une de ses feuilles, mais c'était exactement en plus, bon on était au collège, hein, on était aussi en 4ème d'ailleurs, donc l'été de 4ème il s'est passé pas mal de choses. J'ai fait putain mec, tu veux pas faire des mangas avec moi? Même réaction que mon père. What the fuck, qu'est-ce que tu me dis? Ça l'intéressait pas vraiment au début, mais bon. Après il a accepté, on a essayé, quelques temps, ça n'a rien donné de très bon, on a essayé de faire quelques trucs mais bon voilà. Ça m'a permis de rencontrer mon meilleur ami, ça m'a permis de rencontrer énormément de bonnes personnes au basket également, j'ai fait énormément de rencontres que j'oublierai jamais, les intéressés se reconnaîtront, mais s'ils regardent ma vidéo bien sûr, mais sachez que même si je vous vois plus, je vous oublie pas. J'ai rencontré énormément de bonnes personnes, ils ont ce pouvoir là les mangaka, quand ils font bien leur travail j'ai envie de vous dire, mais quand c'est bien fait, une histoire elle raconte plus qu'une simple histoire en fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, faire mangaka, c'est un métier de rêve ou pas? Je sais pas trop comment vous dire. Comme beaucoup de métiers passion, c'est-à-dire comme peut l'être sportif de haut niveau, enfin comme beaucoup de loisirs qui se transforment en métier, ça demande énormément de sacrifices. Ça demande un mental quand même assez solide. Parce que souvent, les exigences qu'on a avant, dessiner pour ceux qui veulent faire mangaka ou faire du basket pour ceux qui veulent faire basketteur, c'est un loisir, personne ne vous y force. Mais quand vous êtes contraint de le faire, même si c'est pas vraiment une contrainte parce que c'est votre passion, vous aimez ça, mais quand vous avez cette obligation, vous passez plus juste dans la passion, vous passez aussi dans l'obligation. Ça reste un aspect différent du travail et ça peut en dégoûter. Certains font machine arrière, se disent en fait je veux pas en faire ma carrière. Loisir c'est bien, je veux bien faire autre chose, je veux bien faire ça en passe-temps, mais loisir c'est bien que ça reste loisir. Ça enlève énormément de pression quant à la chose et parce que il y en a certains qui sont dégoûtés en fait. Une fois qu'ils sont passés professionnels dans certains domaines, dans leur passion, en sont dégoûtés puisque certes vous aimez peut-être bien dessiner, vous passez votre journée à dessiner, enfin vous passez beaucoup de temps à dessiner, vous allez peut-être passer je sais pas 3-4 heures par jour, qui est déjà beaucoup, mais là vous allez devoir passer 10-15 heures par jour, ce qui est énorme, c'est beaucoup plus, et vous êtes obligé de le faire 7 jours sur 7. Et quand c'est un loisir, vous avez le droit de faire un dessin qui plaît pas à grand monde, genre un dessin, oh bon pas terrible, oh cette histoire là que t'as faite, cette histoire courte j'aime pas, bon voilà. Quand vous faites ça et que vous êtes professionnel, ça peut ruiner votre carrière en fait. Il y a énormément d'aspects positifs à ce métier là, mais ça reste quand même un métier assez risqué. Si jamais votre rêve c'est de devenir mangaka et que votre maman veut pas,
ou votre papa veut pas, lui montrez pas la vidéo. Montrez-lui les autres s'il veut, si vous voulez, mais lui montrez pas celle-ci, hein. C'est pas possible. On va maintenant faire une brève parenthèse sur les scans, parce que j'ai envie de vous en parler, parce que la vidéo va déjà faire presque 1 heure, donc tant qu'à faire, autant y aller quoi. Enfin, peut-être pas 1 heure, après le montage, on va peut-être être à 1 demi-heure, 45 minutes, hein, voilà, soyons fous. C'est important d'en parler. Je sais que beaucoup de personnes lisent des scans, et je vous préviens tout de suite. Je vais vous exposer mon point de vue, mais je ne cherche pas à vous dire si ce que vous faites est bien ou mal. Pas du tout. Vous faites ce que vous voulez, vous avez votre conscience. Je veux juste vous faire prendre un petit peu conscience de la chose et vous rappeler quelques trucs. Mais si vous avez l'habitude de lire des scans, je vous demande pas d'arrêter comme ça du jour au lendemain et d'acheter tout ce que vous lisez en version papier. Voilà. Donc pour commencer, il y a des aspects positifs au scan, mais il y a surtout des aspects négatifs. On l'a vu tout à l'heure, qu'un mangaka peinait terriblement à gagner sa vie. C'était quelque chose de super dur. Si en plus, ces œuvres sont publiées gratuitement sur internet, j'ai envie de vous dire, voilà. Vous me direz certainement, ils sont là les scans déjà, autant que j'en profite. Ils sont en ligne, donc s'ils sont là, je peux en profiter. S'il y a une prostituée devant chez vous, c'est pas pour autant que vous allez la ken. Vous voyez ce que je veux vous dire? Je suis désolé pour la comparaison, mais c'est à peu près la même chose. C'est pas parce qu'ils sont là que vous devez forcément aller les lire. Après, qu'on soit d'accord, j'ai bien conscience, croyez-moi qu'avec, vous voyez derrière moi il y a quand même pas mal de mangas, vous avez vu ma collection, croyez-moi que j'ai bien conscience du prix et de l'investissement que ça représente. Je passe par mois plus de 400 € de manga. Je fais que ça en fait pour vous dire. Pour vous expliquer, mes salaires sont divisés en deux, la partie que je mets de côté pour mes études l'année prochaine, et la partie que je mets pour les mangas maintenant. Je ne fais strictement que ça. Un petit peu de matériel par-ci par-là parce que j'ai eu besoin d'en acheter, mais sinon voilà. Donc j'ai bien conscience du prix que ça représente et c'est des sacrifices on va dire que je fais et c'est un choix. Mais je suis bien conscient que tout le monde ne peut pas en acheter autant. Mais je vous demanderai juste un truc, si jamais vous êtes vraiment fan d'une série et que vous avez lu tous les scans, essayez d'acheter au moins le tome 1. Vous allez me dire, oh, le tome 1 c'est rien, il va se faire 50 centimes dessus l'auteur. Mais 50 centimes sur la masse de personnes qui lisent les scans. Il y a des scans, ils ont été téléchargés plus de 20... Voilà, il y a des scans, ils ont été téléchargés 30 000 fois. Si chacun achète le tome 1, 30 000 fois, si les personnes achètent juste le tome 1 sur toute la série, ben il a au moins remboursé son avance sur droit d'un tome, le type. Enfin, l'auteur. Donc ça peut peut-être vous paraître rien, mais à l'échelle de la globalité des personnes qui lisent des scans, si un peu plus de monde essaye de le faire, ça pourrait être sympa. Bien sûr, si vous avez une collection avec 20 étagères remplies de tome 1, je suis d'accord, ça fout le seum. Vous aimeriez bien pouvoir continuer une série. Mais c'est juste pour éviter que l'industrie du manga s'éteigne petit à petit, parce que même si c'est un marché en expansion, l'expansion ralentit quand même un petit peu. Et faudrait pas que ça s'inverse, et faudrait pas que ça s'arrête en fait, tout simplement. Peut-être que Oda, lui, il a de la marge, on est d'accord. Vous avez vu les 5200 autres, que eux, de la marge, ils en ont pas. Même plutôt l'inverse. Du coup, si ces gens-là sont en plus pas payés sur ce qu'ils font, ils vont s'arrêter petit à petit. Et c'est moche pour la diversité en fait des mangas, c'est moche pour la personne parce qu'elle a travaillé pour rien, elle a peut-être passé plus de 1000 heures de travail pour rien, et c'est moche pour la diversité des mangas parce que si seuls les plus gros subsistent, parce que ce qui se vend le plus c'est les shonen. Un paysage manga avec One Piece, Fairy Tail, Naruto, Dragon Ball, si vous avez 4 œuvres à lire, bah bon courage pour vous éclater les gars. Ça nuirait grandement à la diversité, mais malgré tout, l'aspect positif que je peux trouver au scan, je pense que tout le monde ne sera pas d'accord, mais l'aspect positif que je peux y trouver, c'est que du coup, malgré le prix des tomes, ça peut permettre aux gens de tester d'abord. De tester un petit peu la marchandise, de se dire, wow, c'est bien, est-ce que le manga peut m'intéresser? Est-ce que c'est une daube? Parce que ça arrive hein, qu'on soit profondément déçu par un achat. C'est aussi pour ça que je vous ai dit, n'achetez pas le tome 1 parce que vous avez lu un scan. Si vraiment la série vous plaît et que vous trouvez que l'auteur mérite votre soutien, faites-le. Enfin, essayez de le faire. Je suis bien conscient que par exemple une série comme Vagabond, à 9,35 € le tome, Vagabond que vous pouvez voir ici, à 9,35 € le tome, 37 tomes, vous n'avez pas forcément envie de vous lancer dans la série tout de suite, d'autant plus qu'elle n'est pas terminée. Une série comme One Piece, 6,90 € le tome, c'est moins cher. 84 tomes sortis actuellement, enfin 83 mais le tome 84 arrive le mois prochain. On est d'accord, ça représente un investissement, donc je suis bien conscient que le prix
des mangas en France, c'est un problème. Que avec les séries à rallonge qui sortent, tout le monde peut pas mettre 7 € fois 22 tomes, fois 10 tomes, et là encore c'est pour les plus courtes. Après, ça peut monter à 72, Naruto, 74, Bleach, 84 c'est pas fini, One Piece, 63 Fairy Tail, enfin voilà, tout le monde ne peut pas les acheter et ça j'en suis bien conscient, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour ça d'ailleurs que je peux pas, enfin je vous fais pas la morale. Un autre aspect positif, c'est qu'un manga qui n'est pas encore arrivé en France, qui n'est pas licencié en France, ça peut permettre aussi aux maisons d'édition de sonder à peu près, savoir ce qui marcherait et ce qui marcherait pas. Donc pour avoir une possible adaptation officielle. Et ça peut aussi permettre à un manga de se faire une certaine notoriété avant d'arriver. Typiquement, One Punch Man, à l'époque, il était gratuit, c'était que des scans. C'était des scans officiels, publiés par l'auteur officiel, c'était un web manga. Mais à la base, voilà, One Punch Man, c'était ça. Et après, le succès qu'on lui connaît, quoi. Donc ça peut être un bon moyen de faire connaître un manga. Si vous avez lu tous les scans de One Piece, à 6,90 € le tome, on va faire le calcul, hein. On est plus à ça après. One Piece, actuellement, pour acheter la série complète neuve, c'est 572 €. Si pour soutenir Oda, bon ok, Oda a pas forcément besoin, mais si pour soutenir Oda, vous achetez juste le tome 1, 6,90 € sur 572 € de lu gratuitement sur internet, le ratio est plutôt pas mauvais les gars. Moi personnellement, j'ai déjà lu des scans, hein, qu'on se le dise. La série Cage of Eden, que je vous ai déjà présenté, j'ai les tomes là. Mais la série, je l'ai lu en scan. Les tomes, je ne les ai pas lus. Comme je suis vraiment fan de la série et que je l'aime vraiment beaucoup et que l'auteur mérite mon soutien, je me suis donné la peine de l'acheter. Alors, je ne l'ai pas acheté en une seule fois, hein, parce qu'à l'époque, j'avais pas le salaire, hein, mais petit à petit, je l'ai acheté. L'attaque des titans, c'est pareil. Je vous dis pas que les scans, c'est le mal absolu. Il y a des aspects positifs. C'est juste qu'il y aurait moyen de rendre les scans un petit peu moins néfastes pour les auteurs. Fin de la parenthèse sur les scans. J'espère vraiment ne pas vous avoir froissé avec ce passage-là, parce que je l'ai pas fait dans le but de vous faire la morale. C'est juste vous rappeler que c'était dur pour les mangaka de gagner leur vie, et que je suis quand même d'accord avec vous que c'est dur de pouvoir leur permettre de gagner leur vie, de par le prix de vente des mangas. Parce qu'on est d'accord qu'entre 52 centimes ce qu'ils gagnent et 7 € le prix de vente, il y a un petit écart, on est d'accord. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié, je suis désolé pour la longueur. Quand je vois le temps que j'ai passé assis sur mon tabouret pour pouvoir la faire, et que je vois le temps d'enregistrement de la piste son, et que je vois que j'ai déjà enregistré pendant une demi-heure avant, cette vidéo là, elle va être en 3, voire 4 parties, je pense, très clairement. Au montage, je vais m'éclater, hein. Je vous cache pas qu'au montage, ça va être un délire. Je vais essayer de faire ça le plus vite possible. Mais voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous en aurez appris plus sur le métier de mangaka. C'était vraiment le but d'essayer de faire quelque chose d'assez complet, de vous le faire découvrir, de vous présenter tous les aspects, de pas uniquement vous dire c'est un métier qui vend du rêve. Oui, c'est un métier qui vend du rêve, mais comme beaucoup de fois dans ce genre de métier, il y a quand même l'envers du décor qui est important de savoir pour éviter à des gens de se brûler les ailes un petit peu trop vite. Je pense que ça vous aidera autant de savoir qu'il y a des aspects négatifs que de savoir que ça existe tout court en fait. Ça rajoute un petit peu un aspect réaliste à ce métier de rêve en fait. J'espère également que vous en aurez appris un petit peu plus sur You. You, c'est compliqué de la présenter étant donné qu'il y a vraiment peu d'infos sur elle, mais j'espère vraiment que si jamais vous avez l'occasion de pouvoir acheter ces mangas, je vous y invite parce que c'est vraiment excellent. Encore une fois, merci pour tout, enfin merci pour tes œuvres You, et repose en paix. Tu as de quoi partir en étant fier, tu nous as laissé 2 œuvres magnifiques derrière toi. Moi personnellement, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.